Bienvenue dans la quatrième vidéo du chapitre 14 de la série de vidéos Crystal Clear Electronics. Dans cette partie, nous allons comparer deux signaux analogiques entre eux et contrôler une sortie en fonction de leur relation. Nommons les deux signaux analogiques. L'un d'eux est une tension connue appelée tension de référence et l'autre est la tension inconnue appelée tension de test ou tension d'entrée. Dans le circuit, considérez toujours la tension de référence comme une valeur constante et la tension de test ou tension d'entrée comme une valeur variable en lien avec le test de la batterie de 12V et la tension de référence et la tension des diodes Zener. La tension directe base émetteur du transistor qui est de 6,6 volts, tandis que la tension d'entrée est la moitié de la tension d'alimentation. Nous allons examiner la relation entre ces deux tensions avec un circuit plus loin, où l'objectif sera de décider si la tension d'entrée est supérieure ou inférieure à la tension de référence. La figure montre comment les niveaux de la tension d'entrée et de la tension de référence affectent la tension de sortie. Le circuit de test de la batterie a des défauts, car la tension sur les diodes Zener change. De plus, la tension base émetteur, où le transistor s'active, n'est pas constante. De plus, la tension base émetteur, où le transistor s'active, n'est pas non plus une valeur constante, et cela dépend aussi de facteurs environnementaux, par exemple de la température. En d'autres termes, la tension de référence n'est pas constante. Cela signifie qu'avec cette conception, nous ne pouvons pas obtenir une comparaison nette entre les deux tensions, ce qui pourrait être utilisé pour activer la sortie, dans ce cas, l'état de la LED. Un autre problème est que la source de tension testée est chargée par le courant nécessaire pour alimenter le transistor. En résumé, le circuit précédent doit être amélioré car le changement d'état de la sortie est progressif, pas instantané, et le circuit charge le circuit de mesure avec un courant relativement élevé. Cependant, j'aime déjà beaucoup ce circuit. As-tu des idées sur comment nous pourrions le faire différemment? Oui, il y a une meilleure façon. 2. Comparaisons analogiques. Il existe un composant dédié pour comparer des tensions analogiques qui ne souffrent pas de ces problèmes. On l'appelle un comparateur. Le circuit cible. En plus de cela, plusieurs microcontrôleurs contiennent également des périphériques de comparateurs qui peuvent comparer un signal d'entrée inconnu à une tension de référence. Dans cette vidéo, nous aimerions vous présenter un nouveau composant appelé le comparateur à hystérésis. Mais avant cela, nous devons d'abord comprendre comment fonctionnent les amplificateurs opérationnels et nous devons apprendre quelques nouveaux termes. Les amplificateurs opérationnels sont fabriqués dans différents types de boîtiers. Les boîtiers les plus courants sont le DP8 et le SO8, qui ont 8 broches. Certains types contiennent plusieurs unités d'amplificateurs opérationnels à l'intérieur d'un seul boîtier. Dans ce cas, ils partagent une tension d'alimentation commune. À partir de maintenant, nous allons parler de l'amplificateur opérationnel TLO81. Son brochage peut être vu sur la figure. Un amplificateur opérationnel a au moins 5 broches. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une tension d'alimentation positive, la broche 7, et d'une tension d'alimentation négative, la broche 4. L'amplificateur a deux entrées. L'entrée positive, que nous appelons généralement l'entrée non inversante, qui est la broche 3, et l'entrée négative, que nous appelons l'entrée inversante, qui est la broche 2. L'amplificateur a également une sortie, bien sûr, qui est la broche 6. Nous ne discuterons pas des autres broches ici, pour l'instant, cette connaissance sera suffisante. Pour plus d'informations sur les fonctions des broches d'un type particulier d'amplificateur opérationnel, veuillez vous référer à la fiche technique du composant. Un amplificateur opérationnel pilote sa sortie en fonction de la différence de tension entre ses entrées positives et négatives multipliées par une constante. Ce nombre constant, représenté par A0 dans la formule, est le gain de l'amplificateur opérationnel. La valeur exacte de la constante multiplicatrice dépend de nombreux paramètres, par exemple du type et de la température de l'amplificateur opérationnel. C'est généralement entre 10 000 et 10 000. Mais cela signifierait que si la différence de tension entre les deux entrées est de 1 volt, la tension de sortie devrait être comprise entre 10 000 et 1 million de volts. 8 millions de mots parce que ça est venu encore. Je ne veux pas vraiment entrer dans les détails, mais il me semble que ce n'est pas possible. C'est vrai, la tension de sortie d'un amplificateur opérationnel est limitée par son alimentation positive et négative. Lorsque la sortie atteint l'une des alimentations, nous l'appelons saturation. Donc,
avec une différence de 1 V entre les deux bornes de sortie, avec la borne d'entrée positive ayant un potentiel plus élevé, la tension de sortie se saturerait et serait égale à la tension d'alimentation positive. Certains amplificateurs opérationnels ne peuvent pas atteindre complètement la tension d'alimentation, ce qui signifie que la tension de sortie maximale est légèrement inférieure à la tension d'alimentation positive, et le minimum est un peu plus que le négatif. Types dont sorties peuvent atteindre tension alimentation sont appelés amplificateurs opérationnels RILE-RI. Nous les appelons des amplificateurs spirituels et artistiques. PN. Le TLO81 n'est pas un amplificateur opérationnel RILE-RI. Le TLO81 n'est pas dans la liste officielle des composants, donc le circuit suivant est présenté uniquement comme une démonstration théorique de ce phénomène. Voici les entrées inversantes et non inversantes, les tensions d'alimentation positive et négative, et la sortie. Un diviseur de tension est utilisé pour diviser la tension d'alimentation par 11 afin que nous puissions mesurer une tension d'environ 1,2 V à l'entrée non inversante. Ensuite, à la sortie de l'amplificateur opérationnel, vous pouvez mesurer une tension légèrement inférieure à la tension d'alimentation. Maintenant, attendez une minute. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un comparateur. Peux-tu nous dire comment transformer l'amplificateur opérationnel en comparateur? Bien sûr, ce sera clair dans un instant. Les comparateurs sont utilisés pour comparer deux signaux d'entrée analogiques. En général, vous voulez comparer une tension connue, la tension de référence, avec une autre tension. Si nous connectons la tension de référence à l'entrée inversante de l'amplificateur opérationnel, et la tension à comparer est connectée à l'entrée non inversante, alors la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel est la suivante. La sortie sera à la tension d'alimentation positive si la tension comparée est supérieure à la tension de référence. La sortie sera à la tension d'alimentation négative si la tension comparée est inférieure à la tension de référence. Cela signifie que la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel indique si la tension comparée est supérieure ou inférieure à la tension de référence, ce qui signifie que ce circuit est un comparateur. Les comparateurs disponibles dans les magasins sont des amplificateurs opérationnels qui ont des paramètres avantageux lorsqu'ils sont utilisés comme comparateurs. Cependant, si nous les utilisons comme amplificateurs opérationnels, ils présentent certaines caractéristiques sous-optimales. Il est important de se rappeler que les amplificateurs opérationnels sont principalement utilisés pour l'amplification, tandis que les comparateurs sont principalement utilisés pour comparer des signaux de tension. En termes de fonctionnement de base, il n'y a pas de différence entre eux. Dans les schémas, le comparateur et l'amplificateur opérationnel sont généralement marqués avec des symboles similaires. Si un comparateur est explicitement marqué, il est généralement représenté comme montré dans le diagramme. Peux-tu parler un peu des différents types de comparateurs? Mais bien sûr! Par exemple, il existe des comparateurs de fenêtres, des comparateurs sans hystérésis et des comparateurs avec hystérésis. Le comparateur de fenêtre indique sur sa sortie si la tension d'entrée se situe dans la plage entre les deux niveaux de seuil, c'est-à-dire une fenêtre de tension. Le comparateur sans hystérésis est le comparateur simple que nous avons décrit précédemment. Les comparateurs avec hystérésis sont très similaires aux comparateurs classiques, mais après que leur sortie change, un changement légèrement plus important dans la direction opposée est nécessaire pour les ramener à l'état initial. Nous devons les séparer les uns des autres. La différence entre les deux niveaux de seuil est appelée la tension d'hystérésis. Nous allons aborder l'hystérésis plus en détail dans un instant. En réalité, les comparateurs sans hystérésis, disponibles dans les magasins, ont également de l'hystérésis, mais leur tension d'hystérésis est généralement si faible qu'elle est négligeable. La sortie d'un comparateur peut être considérée comme un signal numérique, avec la valeur étant 1 si la tension est égale à la tension d'alimentation positive, et la valeur étant 0 si la tension est égale à la tension d'alimentation négative. Nous pouvons construire un comparateur avec une quantité utile d'hystérésis à partir de n'importe quel comparateur. Mais d'abord, parlons de pourquoi l'hystérésis est utile. Supposons que nous voulons contrôler le refroidissement dans une pièce avec la climatisation. Nous réglons la température à 23 degrés Celsius. Nous avons un thermomètre analogique et nous connectons le signal de température à un comparateur qui a une tension de référence correspondant à 23 degrés Celsius sur le thermomètre. Nous dirigeons la sortie du comparateur vers le climatiseur, l'allumant si la température est supérieure à 23 degrés Celsius et l'éteignant si elle est en dessous. Supposons qu'au départ, la température de la pièce soit de 30 degrés Celsius. La climatisation s'allume et commence à refroidir la pièce. Lorsque la température atteint 22,99 degrés Celsius, la climatisation s'éteint.
L'air froid va arrêter le flux. Parce que le flux d'air froid est arrêté, le thermomètre va instantanément remonter au-dessus de 23 degrés Celsius, ce qui rallume la climatisation, qui à son tour commence à souffler de l'air frais sur le thermomètre, le refroidissant à nouveau et éteignant la climatisation. Cela entraîne un allumage et une extinction continue de la climatisation, ce qui n'est pas bon pour l'appareil. Ce serait beaucoup mieux si la climatisation ne se rallumait que lorsque la température a considérablement augmenté, par exemple au-dessus de 23,6 degrés Celsius. Et nous éteindrions également la climatisation seulement, lorsque la température est inférieure à 22,4 degrés Celsius. Afin que la pièce chauffée reste plus longtemps autour des 23 degrés Celsius souhaités, la différence entre ces deux seuils est exactement l'hystérésis. En général, l'hystérésis est nécessaire parce que dans la vie réelle, chaque mesure comporte du bruit. En d'autres termes, la valeur mesurée oscille autour de la valeur réelle, et cela ferait également osciller la valeur de sortie lorsque l'entrée est à la tension de seuil. Le phénomène est représenté par cette figure. Nous pouvons imaginer l'hystérésis comme ayant deux seuils proches l'un de l'autre. Si le signal d'entrée est inférieur à la valeur du seuil inférieur, alors la sortie du comparateur passe de 1 à 0 et sa sortie passe de 0 à 1. Si le signal d'entrée est supérieur à la valeur du seuil supérieur, si nous choisissons correctement les valeurs des seuils, alors nous pouvons éliminer les commutations rapides on-off à la sortie, résultant du bruit. Revenons à la climatisation de la pièce. Disons que vous en avez assez des commutations constantes et que vous décidez de faire un compromis en tolérant des températures entre 22 et 24 degrés et obtenez un comparateur avec hystérésis. Nous réglons comparateur de sorte que la tension d'hystérésis corresponde à 2 degrés Celsius Exceptionnel, Prussian. et la tension seuil est à la tension correspondant à 23 degrés Celsius. Recommençons à 30 degrés Celsius. Le climatiseur continuera à fonctionner jusqu'à ce que la pièce refroidisse à 22 degrés Celsius, moment auquel le climatiseur s'éteindra. La température va augmenter, mais le climatiseur ne s'allumera pas à 23 degrés Celsius, mais seulement à 24 degrés Celsius. Nous avons atteint ce que nous voulions. Pas de commutation continue, mais nous pouvons continuer à lire le chapitre sur les comparateurs à une température confortable. Jusqu'à présent, ça a l'air très bien. Peux-tu nous montrer comment fabriquer un comparateur avec hystérésis à partir d'un comparateur ordinaire disponible dans le magasin? Le circuit est simple. Nous avons seulement besoin d'un comparateur et de deux résistances. Les deux résistances connectent la sortie du comparateur à l'entrée positive, comme montré dans la figure, créant ainsi une boucle de rétroaction positive. De cette façon, la sortie affecte l'entrée, et un changement plus important est nécessaire du côté de l'entrée pour incliner la sortie du comparateur. La tension d'hystérésis peut être calculée en utilisant la formule suivante. Le seuil de comparaison supérieur est calculé en utilisant la formule suivante. Comme vous pouvez le voir, sa valeur dépend de la valeur de la tension de référence, de la valeur de la tension de sortie et de la valeur des résistances. Le seuil de comparaison inférieur est calculé par la formule suivante. Comme nous pouvons le voir, la tension de référence et la valeur des résistances sont également incluses ici, mais au lieu de la valeur pour la sortie négative, c'est la valeur pour la sortie positive qui est utilisée dans la formule. Si je pense, nous pouvons construire un refroidisseur pour la pièce. De quoi avons-nous besoin? Nous aurons besoin d'un thermomètre qui convertit la température en tension, d'un comparateur avec hystérésis, d'un potentiomètre pour pouvoir ajuster la température désirée de la pièce, et la tension de référence qui peut être réalisée simplement avec un diviseur de tension composé de résistance. Vous pouvez voir le circuit dans la figure. Une propriété inhabituelle du type de comparateur utilisé est qu'il ne peut tirer sa sortie que vers la tension d'alimentation négative, mais pas vers la positive. Cela peut être corrigé en utilisant la résistance de tirage R5. Ainsi, en logique 1, la sortie est tirée vers la tension d'alimentation à travers la résistance, et en logique 0, le comparateur tire la sortie vers la masse. Une telle sortie est appelée une sortie à collecteur ouvert. La tension de référence est définie par la tension d'alimentation et le diviseur de tension formé par R3 et R4. D'après l'image suivante, la référence est calculée. En utilisant cette formule,
La tension de référence est de 9,2 volts. Dans le contexte de l'opposition et du référendum. En substituant la valeur des résistances et la tension de référence dans la formule, on obtient le seuil de comparaison élevé, c'est 10,1 volts. Pour déterminer le seuil de comparaison élevé, substituez la valeur de la tension de référence que nous venons de calculer et la tension de sortie basse, qui est actuellement de 0 volts, dans la formule précédente. Le résultat est de 10,1 volts. Dans cette image, nous pouvons comparer les deux. Pour obtenir la valeur de comparaison basse, substituez la tension de sortie élevée, qui est de 12 volts, dans la même formule. Cela donne une valeur de 8,92 volts. Revue de l'opération du circuit comme si la résistance R6 n'était pas installée. Le NTC et le potentiomètre forment un diviseur de tension. La résistance du NTC augmente à mesure que la température diminue et à cause de cela, si nous ne faisons pas tourner le potentiomètre, la tension sur l'entrée négative du comparateur augmente. Si cette tension dépasse le seuil de comparaison élevé, dans notre cas au-dessus de 10,1 V, alors le comparateur connecte sa sortie à la tension d'alimentation négative, c'est-à-dire que la tension de sortie sera de 0 V. En conséquence, le MOSFET est éteint, donc le ventilateur ne tournera pas. Après cela, si la température commence à augmenter, un processus inverse se produit. La résistance du NTC commence à diminuer, donc la tension de l'entrée négative du comparateur commence également à diminuer. Si elle descend en dessous du seuil de comparaison inférieur, dans notre cas en dessous de 8,92 V, alors le comparateur passe à un état logique 1, il déconnecte sa sortie de la tension d'alimentation négative. Dans ce cas, le courant ne passe pas par la résistance R5 et la tension ne diminue pas, donc la tension de la grille du MOSFET augmente jusqu'à atteindre 12 V. À cause de cela, le MOSFET s'active, ce qui signifie que le ventilateur commence à tourner. Jusqu'à présent, c'est parfaitement compréhensible, mais vous n'avez pas mentionné le rôle de la résistance R6. Pourquoi cela pourrait-il même être nécessaire? Il est important de noter que la tension de grille source maximale autorisée du MOSFET peut être différente pour chaque type. Assurez-vous toujours de ne jamais dépasser les limites qui figurent dans la fiche technique. Dans notre exemple, la tension entre la grille et la source du MOSFET NTD8963N peut être comprise entre plus ou moins 20 V. Dans le circuit, la tension entre la grille et la source varie entre 0 V et 12 V, donc nous respectons les exigences. Si nous utilisons un MOSFET dont la tension maximale entre la grille et la source est inférieure à 12 V, alors la résistance R6 est nécessaire afin que lorsque le comparateur déconnecte sa sortie de la tension d'alimentation négative, Ici, nous avons une charge négative. la tension entre la grille et la source du MOSFET ne sera que d'environ 6 V. Parce que R5 et R6 forment un diviseur de tension et leurs résistances sont les mêmes, R6 doit être choisi de manière à ce que la tension qui y est appliquée soit toujours inférieure à la tension maximale autorisée. Entre la grille et la source du MOSFET, Vous pouvez tester le circuit si vous ajustez le potentiomètre dans son état stable jusqu'à ce que le ventilateur cesse de tourner. Après cela, si vous réchauffez le NTC avec votre main, le ventilateur doit s'allumer. Si vous arrêtez de le réchauffer, alors le ventilateur doit s'éteindre à nouveau. Vous pouvez remplacer le ventilateur par une LED, par exemple, mais n'oubliez pas de connecter une résistance de valeur appropriée en série avec elle. Je pense que nous avons appris beaucoup de nouvelles choses dans cette vidéo aussi. Si vous n'avez pas compris quelque chose la première fois, ne soyez pas déçus. Regardez la vidéo à nouveau, en mettant sur pause là où c'est nécessaire. À bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir!